Merci beaucoup, merci de nous accueillir dans cette belle salle, et surtout au sein de votre groupe professionnel Centrale Énergie. On propose avec Arnaud de faire une conférence en deux parties. J'exposerai d'abord un peu le contexte, en passant rapidement sur le contexte énergétique mondial que vous connaissez, mais surtout quelle place peut avoir le nucléaire, et dans le nucléaire, les SMR, qui est un peu un nouveau venu dans la filière, et vous verrez qu'il y a des intérêts pour les SMR, mais il y a aussi des challenges à relever pour que cette gamme de réacteurs puisse avoir une place dans l'offre nucléaire. Mais la France s'y emploie avec des études exploratoires de faisabilité qui ont démarré en 2012 dans le cadre d'un consortium qui réunit le CEA, EDF, Technicatom et Naval Group. Et donc, après des études exploratoires, le projet est maintenant sur de nouveaux rails et en phase d'APS, et Arnaud vous présentera ce projet, l'organisation et puis un petit peu la roadmap telle qu'on la voit aujourd'hui. Alors, d'abord le contexte énergétique. Bon, forcément, vous êtes bien au fait de la demande énergétique croissante dans les années à venir et notamment prenant en compte les contraintes climatiques. J'ai deux ou trois chiffres. Hein. Quand on lit l'AIE, l'Agence internationale pour l'énergie, donc elle dit d'ici 2040, la demande en énergie primaire, hein, va croître de 30%. Et dans cette demande, la part de l'électricité, enfin la demande en électricité va croître de 45% d'ici 2040. Quand on sait qu'aujourd'hui l'énergie primaire c'est 80% de fossiles, même avec tous les efforts de demain, en projetant en 2040, ce sera encore, selon les prévisions, 70-75% de fossiles. Donc les enjeux sont là. Et donc la recherche de solutions décarbonées est évidemment très importante. On considère que le nucléaire en fait partie, puisqu'il a l'avantage par rapport à l'intermittence d'être... il est décarboné comme l'intermittence, mais il est pilotable. À la différence des solutions renouvelables. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à développer dans un mix énergétique, mais il faut certainement, pour que les renouvelables les intermittents prennent la place qu'on souhaite qu'ils prennent, aussi agir en termes de développement sur les activités de stockage, sous forme de batterie ou de production d'hydrogène. Enfin, il y a évidemment un certain nombre de choses à faire. Bon, ce soir, on va parler de nucléaire. Alors, ce qu'on peut constater quand on regarde l'histoire du nucléaire, c'est que finalement, il y a eu un développement parallèle entre les applications militaires et les applications civiles. Vous savez même que l'histoire, l'aventure a démarré par les applications militaires, hein, par le Nautilus aux États-Unis qui était mis en service en 1955. Sous le pilotage de l'amiral Rickover, qui immédiatement a proposé que c'était un réacteur repressurisé de Westinghouse, donc a proposé que finalement cette filière qui venait de démarrer puisse être la solution électrogène. Et il y a eu Shippingport en 1957 et l'aventure de l'électronucléaire. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de comparer le nombre de réacteurs. Aujourd'hui, il y a 450 réacteurs électrogènes de puissance en fonctionnement. Bon, il y en a eu d'arrêtés dans le passé. Ils sont tous, enfin, pour une grande part, ce sont des réacteurs à eau.
une majorité d'entre eux des réacteurs repressurisés. En production navale, il y a eu beaucoup de sous-marins qui ont été arrêtés parce que finalement la durée de vie d'un système d'armes, c'est pas la durée de vie du réacteur, c'est la durée de vie du système d'armes. Quand il est obsolète, ça ne sert à rien de garder un système d'armes, donc il faut le changer. Mais il y a eu autour de 600 réacteurs de propulsion navale. Tous des REP, sauf 14 russes, qui étaient une filière plomb-bismuth. Donc, pour dire que la filière des réacteurs à eau et la filière des réacteurs repressurisés s'est imposée à la fois pour les grosses puissances, mais aussi les petits réacteurs. Donc on est vraiment en train de parler d'une filière mature, et ce qui va expliquer pourquoi ce choix aussi pour des SMR. Alors, ce qu'on constate dans l'électronucléaire, c'est qu'on a construit des réacteurs de plus en plus gros. Le shipping port dont j'ai parlé, c'était un démonstrateur, c'était 60 MW électriques. Mais si on regarde en France, on est passé de 900, 1300, 1400 et EPR à 1650. Alors, c'est pas le hasard, hein. Si on a cherché à aller vers des fortes puissances, c'est justement pour rechercher une économie d'échelle. Sauf que peut-être on constate que cette voie-là a peut-être atteint ses limites. En tout cas, elle a certainement atteint une limite du nucléaire finançable. Parce que comme le nucléaire, c'est une production, une source d'énergie capitalistique, il faut mettre l'essentiel du capital, enfin au début, hein, puisque après on sait que les coûts d'exploitation et le fuel, finalement c'est assez marginal, à la différence d'une centrale à gaz qui coûte peu au départ, mais qui coûte après en production. Donc tous ces éléments font partie un petit peu du contexte que je souhaitais vous rappeler. Alors, tout ça pour dire que nous considérons qu'il y a probablement une place pour des petites unités nucléaires. Et en premier, je viens de l'évoquer, le coût des réacteurs de forte puissance, pour prendre en compte les contraintes économiques d'opérateurs ou de pays, mais aussi les contraintes de taille de réseau. On ne peut pas mettre un 1600 MW et même un 1000 MW électrique partout. Il y a dans le monde des réseaux qui ne sont pas aussi maillés que celui de l'Europe. Même aux États-Unis, ce n'est pas aussi maillé qu'en Europe, et c'est pour ça que les États-Unis ont lancé depuis plusieurs années, et avant nous, réfléchir à des SMR pour remplacer des centrales au charbon connectées à des réseaux qui ne sont pas aussi maillés que ceux de l'Europe. Donc il y a, si on veut développer le nucléaire, nous pensons qu'il y a une vraie place pour des unités de plus faible puissance. On reviendra tout à l'heure sur le niveau de puissance tel que nous on le voit. Il y a aussi des besoins pour un autre marché, celui de sites industriels isolés, de villes isolées, mais aussi la production de chaleur, la production d'eau douce. C'est clair qu'il faut décarboner d'abord la production d'électricité, mais retenez les chiffres que je donnais tout à l'heure, il n'y a pas que la production d'électricité qu'il faut décarboner, hein. Il faut décarboner la mobilité, etc. Alors ça peut passer par l'électricité, hein, si on y met des batteries dans les voitures, etc. Et puis, on considère, même si aujourd'hui en France le parc nucléaire il est manœuvrant, hein, puisque vu la part du nucléaire, je crois que c'est 71% en 2018, forcément, les centrales ne sont pas en base, elles ne sont pas toutes en base. Il faut que les centrales puissent suivre les variations du réseau. Mais dans un mix énergétique doté, je ne parle pas que de la France, hein, doté davantage d'intermittents, il peut y avoir de la place pour des unités de plus faible puissance qui soient manœuvrantes. Ça fait partie aussi de notre cahier des charges, hein, de pouvoir offrir cette possibilité. Même si l'investissement se fait au début, on a évidemment tout intérêt à faire fonctionner un réacteur en base et à forte puissance. Mais il peut y avoir une incitation financière à rester en backup, et un backup décarboné plutôt qu'un backup avec du gaz, etc.
Alors, SMR, c'est un acronyme, donc rapidement, c'est le S pour Small. L'AIEA définit une limite à 300 MW électriques unitairement pour un réacteur. Nous, on considère que si on veut changer de paradigme, et on va le voir, le mot modulaire est très important, la limite haute est plutôt autour de 200 MW électriques. Si on veut vraiment profiter pleinement du changement de mode de réalisation, c'est-à-dire de réaliser tout en usine et d'amener sur site les sous-ensembles. D'où le mot M modulaire qui est extrêmement important. En gros, tout le monde sait faire des petits réacteurs. Le challenge, c'est de faire des réacteurs modulaires. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, on va le voir tout à l'heure, de retenir la même solution que pour les grosses centrales, parce qu'on va perdre économiquement. J'ai un petit graphique qui le montre tout à l'heure. Donc le mot très important dans la SMR, c'est le mot M, c'est l'aspect modulaire. Et c'est toute la différence par rapport au mode de réalisation des grosses centrales. Et c'est là où on doit porter l'effort. Et c'est un enjeu, un challenge extrêmement important pour nous. Si on ne réussit pas à faire modulaire, je vais montrer un petit peu dans le détail ce que c'est tout à l'heure, on ne gagnera pas l'équation économique. On le verra pour réacteur. On est plutôt dans les générations 3, en tout cas pour des réacteurs qu'on veut déployer dans la décennie ou les décennies à venir, et surtout en masse, parce qu'il ne s'agit pas de faire une seule unité. Nous, on considère que c'est la raison pour laquelle j'ai rappelé tout à l'heure dans le contexte l'importance de la filière REP. On parle plutôt de génération 3, enfin en tout cas de REP surtout, de réacteurs pressurisés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ferai un panorama de ce qui est offert dans le monde aujourd'hui, mais uniquement des REP. Alors, plus en détail, ce réacteur, le premier intérêt, c'est faire des réacteurs de faible puissance pour concevoir autrement. Simple et sûr. Alors sûr, c'est forcément incontournable, mais on vise des conceptions simples parce qu'il faut garder à l'esprit qu'on a toujours en tête l'économie. C'est-à-dire qu'on veut simplifier les systèmes pour qu'en investissement, on ait les réductions. Là, vous avez un exemple, c'est visuel de ce que ça représente. On a un réacteur à boucle. Un réacteur à boucle dans un REP à boucle, la cuve est raccordée à des générateurs de vapeur, il y en a 4 sur le PR. Et par ces grandes tuyauteries, chacune équipée d'une pompe primaire, et puis l'ensemble est raccordé aussi à un pressuriseur. Bon, ça veut dire que ça ne s'installe pas en usine, ça se fait sur site, avec des soudures primaires forcément délicates à réaliser, et qui se font sur site. Là, on veut simplifier le système, c'est-à-dire tous les constituants du circuit primaire d'un REP, on le met dans une cuve unique. Donc, Arnaud montrera plus en détail tout à l'heure le projet français. Donc, on a une seule cuve dans laquelle on a le réacteur intégré, la conception la plus pure et élaborée. D'ailleurs, c'est le projet français. Et là, vous avez une vue d'artiste du projet français. Dans la cuve, on met le combustible, les mécanismes qui sont immergés dans le circuit primaire, les générateurs de vapeur. Donc forcément, c'est des générateurs de vapeur one-through, c'est-à-dire un seul passage, avec, on voit d'ailleurs sur le dessin, des lignes élémentaires, des sorties de vapeur. Le pressuriseur, il est sous le couvercle, donc il n'y a rien qui dépasse. Et l'intérêt d'une conception comme celle-là, c'est qu'intrinsèquement, on élimine des scénarios d'accident. Il n'y a pas de grosse rupture de boucle primaire, parce qu'il n'y a pas de boucle primaire. Dans le cas du design français, il y a quelques circuits pour mesurer la physico-chimie. Le tuyau de plus fort diamètre dans le concept français, c'est un tuyau de 3 cm de diamètre. Donc autant dire qu'on prend en compte bien sûr sa rupture, mais c'est plus facile à traiter et à mitiguer, enfin en tout cas à garantir le maintien sous eau du cœur
que la prise en compte, dans le cas d'un réacteur à bout, d'une brèche complète. Hein. L'autorité de sûreté oblige à prendre en compte une rupture guillotine, c'est-à-dire ça fuit par les deux bouts. Donc des débits très importants. Donc on élimine les accidents. Je vous ai dit tout à l'heure que les mécanismes, on les mettait à l'intérieur de la queue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbres qui sortent. Ça, c'est la commande des mécanismes d'un REP à boucle. Et il n'y a rien qui sort, puisque les mécanismes sont à l'intérieur. Donc on élimine l'accident d'éjection de croix, d'éjection de grappe de contrôle. Donc également un initiateur d'accident. Et puis la faible puissance de ces réacteurs autorise le recours à des systèmes de sauvegarde entièrement passifs. C'est-à-dire qu'en cas de blackout complet, vu le niveau de puissance et compte tenu des dispositions architecturales que Arnaud va montrer tout à l'heure, on est capable d'évacuer la puissance résiduelle en cas de blackout complet. Vous vous souvenez évidemment que c'était le problème à Fukushima. Les réacteurs étaient correctement arrêtés, mais ils n'ont pas su les refroidir, parce que les circuits de sauvegarde étaient des circuits avec des pompes qu'il fallait alimenter. Donc là, il n'y a pas besoin, on fonctionnera en convection naturelle complète, du fait de la faible niveau de puissance. Autre exemple en sûreté qui est très important, dans un REP comme celui-là, même si on démontre que jamais la cuve va percer en cas d'accident, l'autorité de sûreté vous oblige à prendre en compte plutôt la fusion complète du cœur. On démontre qu'on ne va pas jusqu'à la fusion du cœur. C'est un postulat. Démontrez-moi quels sont les moyens de mitigation lorsqu'il y a fusion complète du cœur. Et dans un réacteur de forte puissance, c'est le cas des 1000 MW, des 900, et il est très difficile de démontrer qu'il n'y aura pas rupture de la cuve. C'est la raison pour laquelle, dans l'EPR, on a mis en place un cendrier, c'est-à-dire pour qu'en cas de fusion du cœur, tout ça s'étale et soit refroidi, donc un investissement supplémentaire. Dans cette gamme de puissance des SMR, il n'y a pas besoin. On démontre avec un système de refroidissement, également par convection naturelle à l'extérieur de la cuve, que jamais il y aura rupture de la cuve. Même si on postule la fusion du cœur, ça restera dans la cuve. Bon voilà, je cite quelques exemples qui sont intrinsèquement très intéressants. Alors, quand je dis simplicité et sûreté, ça va avec. Hein. On supprime, si on fait des systèmes passifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompe, donc ça fait du matériel en moins, donc ça réduit les coûts. Ça veut dire qu'il n'y a pas de diesel de secours. Si vous êtes allé sur les centrales nucléaires, et puis surtout les mesures prises depuis Fukushima, il y a des diesels, là il n'y en a pas. On peut avoir des diesels, mais qui ne sont pas classés de sûreté, puisqu'il n'y en a pas besoin en sûreté. Alors l'autre point, c'est la modularité. Donc l'idée, c'est de, je vais dire, tout construire en usine, c'est-à-dire et de tout amener sur site. Alors il y aura bien une cuve. La cuve, dans le cadre du concept français, elle fait 13,50 mètres de haut, moins de 4 mètres de diamètre. C'est la cuve, donc le réacteur, c'est la cuve de la taille d'une cuve de 900 MW électriques. Donc ça se transporte. Ça, c'est un gros équipement, c'est un transport exceptionnel. Vous voyez, l'enceinte de confinement, on a une enceinte métallique, on la transporte en deux sous-ensembles. Ça aussi, c'est un transport également important. Là, c'est une vue d'artiste de Newscape, qui est l'américain, qui est très avancé. Donc, on voit là-dessus qu'il y a un camion qui transporte le conteneur. Et puis, dans le cas de Newscape, ce que vous voyez, là, c'est pas seulement la cuve, c'est le réacteur complet, c'est-à-dire la cuve et son enceinte de confinement. Donc, parce qu'ils ont des réacteurs de plus faible puissance que nous, j'y reviens dans un instant. Donc, et le reste, tout le process, on se donne comme règle de le concevoir pour le réaliser sur des modules qui ont les gabarits standards d'un conteneur 20 pieds ou 40 pieds. C'est-à-dire, c'est fini, si vous avez visité une centrale, eh bien, on accroche au mur des tuyaux, on accroche au mur des câbles, et puis on met des pompes, et tout le raccordement du process se fait sur site. Là, c'est fini. On fait tout en usine, donc dans les meilleures conditions, meilleure qualité, de façon répétitive. On amène des modules, sur chaque module, il y a des fluides, des pompes, des échangeurs,
l'instrumentation, le contrôle-commande, l'alimentation force, les bouts de ventilation, tout ça, ça vient sur le site et c'est raccordé aux autres, c'est du plug and play. Donc pour travailler de façon répétitive, standard en usine, réduire les temps de construction sur site et réduire les risques qui sont liés à la construction sur site. Donc j'insiste, j'ai déjà insisté sur l'aspect modulaire, mais c'est très important. Alors, je l'ai dit dans le contexte, hein, on cherche à rendre accessible à des pays, à des opérateurs le nucléaire. Donc forcément, vu le niveau de puissance, on ne sera pas dans les mêmes coûts d'entrée. Donc on est là dans des investissements qui sont accessibles, y compris par des opérateurs, pas uniquement des États. Hein. Donc c'est quand même l'objectif, c'est de pouvoir offrir au maximum de pays cette solution de décarboné pilotable. On peut imaginer même sur un même site un investissement incrémental. Hein, notre brique de base c'est plutôt 2 réacteurs, hein, donc Arnaud l'expliquera tout à l'heure, mais on peut très bien qu'un opérateur commence par mettre 2 réacteurs, puis 2, puis 2, puis 2, les premiers le finançant, les seconds. Donc ça offre aussi une ingénierie financière différente. On est là aussi dans un changement de paradigme. Forcément, le niveau de puissance permet une installation plus aisée sur beaucoup de réseaux, beaucoup de sites. Et on vise aussi d'avoir une production assez flexible, manœuvrante, dans un mix énergétique doté de renouvelables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors tout ça, c'est bien, il y a quand même une condition très importante, parce que le schéma, sinon, ne marche pas trop. Si on fait les réacteurs dans un pays pour les exporter ailleurs, il y a quand même intérêt à harmoniser les standards de sûreté, les pratiques de sûreté entre le pays vendeur et le pays qui va l'exploiter. Bon, ça, c'est un challenge extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, vous savez, d'abord, chaque autorité de sûreté est forcément souveraine dans son pays, et ça ne se changera pas. Mais ce qu'on vise, c'est qu'ils puissent s'harmoniser pour qu'on n'ait pas à chaque pays à à faire des modifications conséquentes. Les 2 EPR d'Hinkley Point en Angleterre sont différents de ceux de Flamanville, hein, parce que l'autorité de sûreté a des exigences différentes. Donc ça, il faut combattre cela. Donc, ça fait partie d'ailleurs du travail de l'AIEA. Hein. L'AIEA, il y a un groupe de travail sur les SMR auquel je participe, et puis aussi un forum qui réunit les AS hein, dédié au sujet SMR, hein, pour qu'on puisse évoluer aussi. En gros, de toute façon, les SMR, c'est un changement de paradigme partout, hein, au niveau technique, au niveau mode de réalisation, au niveau mode de financement, au niveau si on ne veut pas bouger les lignes, ça ne marchera pas. Alors la figure qui est ici vous le montre. Il n'y a pas d'échelle, hein, simplement c'est le niveau de puissance en abscisse et en ordonnée le coût du mégawattheure. Ça, c'est la courbe qui illustre ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est allé vers des puissances de plus en plus élevées pour faire baisser les coûts de production. C'est comme ça qu'on est passé à 900, 1300, 1400. Alors si on veut, pour des puissances de SMR, si on ne fait rien, imaginons qu'on construise un SMR, une homothétie d'un réacteur à boucle avec double enceinte, triple enceinte, enfin une homothétie de PR, on va tripler le coût de production. Donc c'est une obligation de bouger les lignes pour rendre le SMR compétitif. Mais on a de la chance d'avoir des leviers. On a identifié nos 3 leviers économiques. Donc c'est la conception simplifiée que j'ai évoquée tout à l'heure. Si on simplifie, on réduit les coûts, les coûts d'investissement, mais aussi les coûts d'exploitation. C'est le mode de réalisation, je n'insiste pas plus, hein, conception et fabrication modulaire. Et puis le 3e effet, c'est l'effet de série. Si on lance un programme pour faire, on va dire, même 10 SMR, c'est même pas à peine d'y aller. Hein, on ne sera jamais compétitif. L'idée, c'est d'avoir une production, j'allais dire, de masse. Enfin, soyons raisonnables, mais c'est quand même bien ça le sujet, parce que si on construit en usine,
On a regardé, nous en France, on peut commencer l'aventure avec les outils industriels existants, mais après, si on veut gagner en compétitivité, il faudra une usine qui fabrique des modules, enfin, des investissements. Ça se compare un peu à Airbus avec des quantités qui sont très différentes, mais quand même. Quoi. Alors, le marché, pardon, quel marché on vise? Donc là, j'ai déjà un petit peu dit l'essentiel. Hein. Donc des nouveaux marchés, des utilisateurs de petite puissance, hein, ceux qui n'ont pas accès pour un certain nombre de raisons, de taille de réseau, économique, n'ont pas accès à des réacteurs de forte puissance ou de moyenne puissance, comme les 1000 MW électriques. Il y a des zones isolées, je l'ai aussi évoqué tout à l'heure. Et encore une fois, ces pays-là ou ces opérateurs-là peuvent bénéficier de facilités de financement du fait des coûts d'investissement plus faibles. On n'a pas oublié que dans les mix du futur, on va évidemment développer les renouvelables, donc les SMR, pour nous, peuvent s'insérer plus facilement que des grosses centrales dans un pays doté de sources intermittentes. Et puis le dernier, mais qui rejoint un petit peu le premier marché, il y a un nombre de centrales au charbon de puissance moyenne dans le monde, et notamment de puissance qui voisine de celle des SMR, à 2 ou à 4 réacteurs. Donc il y a un marché de remplacement. Alors c'était le discours américain il y a 10 ans, en disant finalement les SMR vont être là pour remplacer toutes les centrales au charbon. Bon, manque de peau, il y a eu le gaz de schiste qui est arrivé. Donc au lieu de passer au nucléaire, ils sont passés par la case gaz de schiste qui ne va pas forcément durer. Mais dans le monde, ça a un vrai sens d'imaginer des petits réacteurs pour remplacer des centrales charbon. C'est d'ailleurs la politique énergétique affichée en Grande-Bretagne. Ils disent finalement on va mettre des gros réacteurs en bas de l'Angleterre, là, refroidis par la mer, il n'y a pas été d'autres. En haut, on a beaucoup d'intermittents, beaucoup d'éoliens, puis au milieu, on a des sites, des sites de centrales nucléaires de 300-400 MW arrêtés, donc déjà des sites nucléaires ou des centrales au charbon, et là, ça a un sens d'y mettre des SMR. Bon, l'exemple, ça c'est un peu l'exemple en détail. Alors, je ne sais pas que il faudrait que j'accélère un petit peu. Hein. Enfin, bon, sur les REP, vous avez vu que l'idée, c'est de simplifier, de ne pas avoir de système. Retenez quand même qu'il y a des concepts qui sont ou tout intégrés, ou ce qu'on appelle le multipo, comme le deuxième en haut à droite. Donc ça, c'est un design russe. C'est-à-dire que ce n'est pas des boucles, mais c'est des piquages courts entre les générateurs de vapeur et la cuve, ou entre les pompes primaires et la cuve. Celui qui est complètement à droite, c'est un design américain Holtec. Donc là, c'est pas vraiment intégré, puisque c'est deux capacités reliées également par une tubulure au milieu. Les autres, donc celui qui est immédiatement le premier à droite, c'est le modèle coréen. C'est un modèle chinois en bas, et le NuScale qui apparaît. Bon. Il y a donc un débat aussi sur la circulation naturelle ou forcée, selon la puissance. Par exemple, le NuScale, qui est ce modèle-là, c'est un réacteur de 60 MW électriques, mais ils ont pris l'option de ne pas mettre de pompe primaire, donc ça fonctionne complètement en convection naturelle. C'est le cas aussi du dessin Holtec qui est immédiatement à droite. Donc il y a deux tendances, circulation naturelle ou forcée. Les enceintes de confinement, en général, elles sont métalliques, hein, avec un refroidissement par un volume d'eau. Tous adoptent des systèmes passifs, et puis la construction est semi-enterrée. Alors, aujourd'hui, la situation internationale, donc les acteurs, il y a déjà des acteurs mobilisés. Alors, l'américain NuScale en premier, donc je viens de le dire, leur puissance unitaire 60 MW électrique, et eux ils envisagent une centrale composée de 12 réacteurs.
Donc l'effet de série, ils l'ont presque déjà pour une centrale, puisqu'ils mettent 12 réacteurs dans une grande piscine. C'est les plus avancés, avec le soutien du département d'énergie américain. Ils envisagent une première construction, n'est pas encore décidée, ils n'ont pas fait le tour de table, mais dans l'ouest américain. Aux États-Unis, il y a donc Holtec, un autre opérateur, et Westinghouse, mais qui a arrêté son développement en 2014. Il y a le projet, donc NuScale, j'ai pas de... NuScale, c'est celui-là. Celui qui est juste à droite, c'est le projet Smart coréen. Donc le projet coréen, c'est un projet de 100 MW électriques, tout intégré, sauf les mécanismes. Vous voyez, on voit des traversées surtout ouvertes qui traversent la cuve. Bon, ils ont un contrat, un accord avec l'Arabie Saoudite qui prévoit potentiellement 2 premières réalisations. Mais il n'y a rien aujourd'hui de lancé. Les Russes, alors les Russes sont... Merci beaucoup. Alors j'appuie là, je pense. Non, ça ne marche pas plus. J'ose pas aujourd'hui ici toucher la technique, parce que... Bon, c'est pas grave. Les Russes, donc vous avez entendu parler de la barge académique Lomonosov, donc, qui est rentrée en service fin décembre. Donc, les Russes ont fait simple, ils ont des besoins en Sibérie de sites isolés, et ils n'ont pas développé de nouveaux réacteurs, ils ont pris des réacteurs existants, ceux des brise-glaces. Et donc la barge académique Lomonosov a 2 réacteurs de 35 MW électriques chacun, qui sont exactement les réacteurs des brise-glaces déjà anciens. Donc leur barge est en service. Ils envisagent, avec un réacteur plus moderne de brise-glace encore, qui est un réacteur de 50 MW électriques, de faire de nouvelles barges, voire des installations à terre avec plusieurs réacteurs de ce même réacteur ERITM 200. Donc pas de développement en particulier, mais astucieusement réemploi de réacteurs existants. C'est des REP. Tous ceux que je vous montre sont tous des REP. Alors, quand vous allez sur le site de l'AIEA, SMR, vous avez peut-être près de 50 réacteurs. Il y a du sel fondu, il y a des rapides. Ils sont tous classés en SMR. Pourquoi? Parce que l'AIEA dit moins de 300 MW électriques, sauf qu'ils sont small, ils ne sont pas forcément modulaires, et puis ils ne sont pas forcément déployables rapidement. Il y a aussi de la génération 4 dans le catalogue de l'AIEA. Donc moi je vous parle aujourd'hui, et vous voyez c'était assez simple, j'ai une dernière transparence. Il n'y a pas tant de projets que cela. On peut considérer que la France est un peu en retard, mais on s'emploie pour le rattraper rapidement. Donc les Russes ont cette barge académique Lomonosov et d'autres projets à partir de leur réacteur plus récent de brise-glace. La Chine s'intéresse aussi à SMR, ils ont plusieurs projets, toujours des REP une centaine de mégawatts électriques, mais aussi ils regardent les réacteurs flottants. Et puis en Argentine, l'Argentine a lancé la réalisation d'un prototype. Ce n'est pas un réacteur qui sera commercialisé, un prototype de 25 MW électriques qui préfigure, qui leur permet de tester des innovations qu'ils adopteront pour un réacteur de plus forte puissance. Donc le paysage, une autre façon de le regarder, c'est par l'avancement. Donc vous avez les phases de développement du pré-APS, l'APS, ou conceptual design, l'APD ou basic design, et puis études détaillées et licensing. On peut dire c'est qu'à la fin de l'APS, on peut commencer à dialoguer avec l'autorité de sûreté. On fait en France un DORS, et puis en fin de basic design, en APD, là on peut lancer formellement le processus de licensing. Bon, New World, on démarre un APS, mais je laisse Arnaud l'expliquer. NuScale est très avancé, est en phase de certification avec la NRC américaine, donc pour une première réalisation envisagée donc au nord-ouest américain, il n'y a pas encore de date de fixée.
Holtec, c'est un autre américain, hein, donc on pense qu'il... Ça, on n'a pas des données forcément complètes, hein, mais ils sont plutôt en cours d'APS. Ils signent un certain nombre de MOU avec plein de pays en ce moment. Et puis Westinghouse qui a suspendu son projet en 2014, mais si vous avez lu la presse en septembre, avec lequel nous discutons en ce moment. Et puis le projet Smart coréen, qui lui a déjà été certifié par l'autorité coréenne. Et ils ont repris le design parce qu'ils l'ont certifié en 2012, mais à l'époque le design n'incluait pas de système passif de sauvegarde. Il y a eu Fukushima, donc ils ont repris leur design pour y inclure des systèmes passifs. Et RITM 200, donc ça c'est le concept des réacteurs de brise-glace russes. Le projet Atusha Carême argentin, et puis les Chinois dont j'ai parlé. Voilà, je m'arrête là et je laisse Arnaud poursuivre. Merci Jacques. Alors moi je vais poursuivre en me concentrant sur le produit français. Alors avec deux aspects. D'abord je vais parler rapidement de l'organisation du projet et de son stade d'avancement et des objectifs à venir. Et puis ensuite je détaillerai un petit peu le concept de réacteur NEWARD. Donc NEWARD, c'est comme Jacques l'a déjà dit, c'est une coopération entre 4 acteurs majeurs du nucléaire français qui apportent chacun leur expérience propre. Je vais commencer par Technikatom, qui est le concepteur de la chaudière, qui vient avec son expérience à la fois de réacteurs de propulsion navale, donc embarqués, mais aussi de réacteurs à terre, comme les réacteurs de recherche ou le réacteur RES. Donc sera concepteur de la chaudière et est en charge du développement des innovations technologiques qu'on va détailler un petit peu après. EDF, bien sûr, vient en tant qu'exploitant du parc français. Il est l'architecte ensemblier, donc il fait l'intégration de la chaudière dans le site. Il est en charge des études de sûreté et il apporte son expérience d'exploitant et associé à la maintenance, qui devra être bien différent de celle des réacteurs actuels. Le CEA est en charge des études de cœur, apporte tous les codes de conception ainsi que la conception et la réalisation des boucles d'essai pour la qualification des briques technologiques qui devront être faites pendant le développement. Et enfin, Naval Group qui est chargé de l'intégration des chaudières pour les bateaux sous-marins et porte-avions, se charge de la conception des systèmes vapeur, donc toute la partie secondaire, l'enceinte métallique qu'ils conçoivent, et enfin de tout l'aspect modulaire de l'installation qui devrait être vraiment une nouveauté pour une centrale électrogène. Alors, si on se penche un peu sur le passé, l'histoire de NEWARD, qui ne s'appelait pas NEWARD à l'époque, date du milieu des années 2000, où il y avait déjà des conceptions qui ont été faites par certains des acteurs du partenariat actuel de briques technologiques, dont notamment les évolutions majeures du NEWARD, qui sont déjà en maturation depuis donc, plus d'une dizaine d'années. Elle a pris forme à l'époque d'Areva, toujours, avec un partenariat qui regroupait Technikatom, EDF, le CEA et Areva, EDF, le CEA et Naval, pour des conceptions préliminaires, une étude de faisabilité qui a permis de mobiliser un premier financement de l'État pour une étude de ce qu'on appelait le pré-avant-projet sommaire. Donc il s'est terminé l'année dernière. L'État a financé 10 millions d'euros dans le projet. Si on compare aux investissements que Jacques a montré de 280 millions d'euros du DOE dans NuScale, on est vraiment à l'amorce de l'implication de l'État. Néanmoins, c'est un signe positif pour le projet. Et aujourd'hui, on rentre depuis l'année 2019, donc depuis l'été 2019, dans la conception préliminaire,
répartis entre les 4 partenaires, et on discute actuellement de la place que l'État souhaite prendre dans ce projet pour cet avant-projet sommaire. Les objectifs de l'APS, c'est conforter les innovations technologiques pour démontrer, même si leur faisabilité est déjà acquise, comment elles peuvent être intégrées dans un produit qui répond aux exigences, notamment économiques, et donc de démarrer la conception du produit. Et on travaille actuellement à la création d'une société commune, donc, dont les investisseurs seront les 4 partenaires et éventuellement l'État, dans laquelle sera logée la propriété intellectuelle générée par cette conception, cette société visant à terme à vendre des licences pour les développeurs de projets, et donc elle commercialisera ces licences, sachant qu'en France, vous le savez tous, c'est EDF qui est en charge qui est le chef de file du nucléaire et qui est en charge du développement commercial de la filière. Alors justement, c'est un petit zoom sur l'offre, la gamme de réacteurs en France. Donc là, je parle au nom d'EDF. Donc il n'y a pas de compétition entre les différentes offres nucléaires aujourd'hui dans l'esprit de la filière, puisque l'EPR est sur les gammes de forte puissance, donc au-delà de 1400 MW. Il y a une offre ATMEA qui est celle sur la gamme des réacteurs d'environ 1000 MW. Donc le SMR est complémentaire de l'ensemble de cette offre pour des réacteurs de moins de 400 MW. C'est la cible du New World. Alors pour le dire différemment, voilà les différentes phases de développement. Donc beaucoup d'acteurs ont changé de nom parce que Naval Group s'appelait encore DCNS dans la première phase d'étude de faisabilité qui a duré jusqu'en 2015, qui était donc financée sur fonds propres par les partenaires. La phase de pré-conceptual design, donc, qui s'est terminée l'année dernière avec un investissement de l'État, comme je l'ai dit, via l'ANR. Et puis on est aujourd'hui, donc la création de New World a été annoncée, le nom du produit a été annoncé à la conférence générale de l'AIEA au mois de septembre. Et donc on rentre dans la phase APS qui va durer 3 ans, jusqu'en 2022. Encore une fois, donc, pendant cette phase d'APS, les performances clés du produit vont être validées. Les briques technologiques sont acquises en termes de fonctionnement. Mais l'objectif de cette phase d'APS, c'est de démontrer les performances clés du produit, avant de rentrer, si tout va bien et si le financement est là, dans des phases d'avant-projet détaillé, puis de design détaillé, avec la conception des systèmes. Le premier béton qui suivra est visé en 2030 pour une construction qui est alors, une construction de série de 4 ans. De 3 ans, mais le premier de série durera certainement un petit peu plus longtemps. Alors on va faire un focus maintenant sur le produit. Donc New World, c'est un réacteur à eau pressurisée, donc comme Jacques l'a déjà dit, il bénéficie de toute l'expérience du parc, à la fois du parc électrogène, mais aussi des réacteurs de l'APN, ce qui veut dire que toutes les méthodes de conception sont classiques sur le New World, et donc on bénéficie aussi du réseau industriel qui est établi avec des briques technologiques qui sont pour la plupart déjà utilisées dans le nucléaire. Notamment le combustible est un combustible classique, et on peut aussi utiliser toute l'infrastructure pour le cycle du combustible, que ce soit l'amont ou l'aval. C'est un point important parce que dans la modularité qui est clé pour le succès du produit, on aura besoin du support de la supply chain. Et donc notamment tous les équipements et composants devront être produits de série, alors des petites séries, mais néanmoins devront être produits en série. Les innovations du produit New World. Alors je les ai citées là, on les verra plus en détail après.
C'est donc la conception du réacteur intégré, comme l'a dit Jacques, de l'ensemble des équipements générateurs de vapeur, pressuriseurs, circuits primaires, pompes primaires et commandes de grappe sont intégrés dans un seul réacteur, dans une seule cuve qui fait 13 mètres de haut, 4 mètres de diamètre. Pour faire ça, pour réussir ça, il faut développer des nouveaux générateurs de vapeur qui sont donc intégrés et compacts, suffisamment compacts pour produire la puissance tout en étant intégrés dans la cuve. Il faut des mécanismes de commande de grappe immergés, technologie qui n'existe pas aujourd'hui sur les REP. La conception vise également un cœur sans bord, donc pas d'utilisation de bord pour le fonctionnement normal, ce qui a beaucoup d'implications positives en termes de simplification de la conception. Et enfin, ce réacteur est intégré dans une enceinte métallique qui est immergée dans une piscine. Donc tous ces critères-là sont nouveaux et sont l'objet du développement en cours. Je vais revenir très vite sur le haut niveau de sûreté, puisque Jacques en a déjà parlé. On parle évidemment d'un réacteur de génération 3, qui répond évidemment aux exigences post-Fukushima. On n'a forcément pas le choix. Une conception qui résiste à toutes les agressions externes, comme les autres réacteurs à eau pressurisée. On a une autarcie complète de l'installation pendant minimum 3 jours, ce qui permet de simplifier encore le fonctionnement. Et enfin, comme Jacques l'a dit, on prévoit une démonstration facilitée de la rétention en cuve en cas d'accident grave. On a ici une image des systèmes passifs qui sont en conception, donc qui prévoient, on y reviendra, un refroidissement du cœur par le biais de la piscine dans laquelle est immergée l'enceinte, de façon totalement passive en cas d'accident. Enfin, sur l'aspect exploitation, les exigences que l'on se donne pour Newart sont les mêmes que celles des réacteurs actuels, avec un suivi de charge de 5% par minute, entre 20 et 100%, et puis une facilité d'exploitation qui découle également de l'aspect modulaire du Newart, puisque entre 2 et 6 réacteurs, on peut conserver une production partielle quand un des réacteurs est en maintenance, et on peut également pouvoir moduler la production en fonction des besoins du réseau. Donc l'installation est prévue pour être entre 2 réacteurs, qui est la base minimale de la conception, jusqu'à 6 réacteurs. Donc effectivement, Newart est une centrale de 2 réacteurs, qui sont intégrés, 2 réacteurs, 2 cuves, intégrées chacune dans leur enceinte de confinement, avec les pressuriseurs, le générateur de vapeur, les commandes de grappe, les pompes primaires, le cœur, tout intégré, chacune dans leur enceinte métallique, qui est compacte et immergée dans un bassin, que l'on voit ici. L'enceinte métallique fait environ 15 mètres, ça rentre dans une boule de 15 à 16 mètres de diamètre. On va maintenant passer en revue un peu en détail chacune de ces briques. Alors voilà la vision de l'intérieur du réacteur. Donc si on commence par le circuit primaire. Le circuit primaire, il est quasiment inexistant, il est interne à la cuve. Les pompes primaires 6 pompes primaires sont en encorbellement piquées sur la cuve, et comme l'a expliqué déjà Jacques, le diamètre des piquages sur ce circuit, sur cette cuve, ne dépasse pas 30 mm, ce qui permet de grandement simplifier les démonstrations de sûreté, et notamment la démonstration de perte de refroidissement primaire, qui donc est limitée à un diamètre de 30 mm. Le pressuriseur est intégré en haut. Alors, je ne sais pas si le pointeur fonctionne. Peut-être que j'ai la souris. Non plus. Donc le pressuriseur est intégré dans la cuve tout en haut.
ce qui signifie que il n'y a pas de traversée. Pardon, ce qui signifie qu'il n'est pas à l'extérieur de la cuve, et donc il n'y a pas de communication entre le pressuriseur et la cuve. Les équipements intérieurs à la cuve sont accessibles par démontage du couvercle de cuve, donc facilement. Comme les commandes de grappe sont intégrées ici dans la cuve, il n'y a pas de traversée dans le... Ok, super, merci. Voilà, super. Donc voilà, donc si on commence du haut, donc on a le pressuriseur tout en haut, donc qui est intégré dans la cuve. Ici, on a les commandes de grappe, donc qui ne sont pas piquées sur le couvercle de cuve comme sur un réacteur classique. Les générateurs de vapeur, donc 6 générateurs de vapeur et 2 générateurs de vapeur de sécurité qui sont tout autour des mécanismes de commande de grappe. Ici, le cœur avec des assemblages combustibles sur lesquels on reviendra, et les 6 pompes primaires qui sont tout autour de la cuve. Donc le flux primaire, il circule verticalement. Les pompes sont évidemment sur la branche froide, en aval des générateurs de vapeur. Donc l'ensemble de cette cuve fait en gros la taille d'une cuve de réacteur 900 MW, ce qui permet de limiter les risques en fabrication, puisque au-delà d'une certaine taille, on a constaté sur l'EPR, les équipements, notamment la cuve, sont difficilement fabricables. De même que le couvercle de cuve qui n'a pas de traversée est un équipement qui sera beaucoup plus facile à fabriquer du fait de cette absence de traversée pour les mécanismes de commande. Dernier point, c'est que en phase de visite décennale, il est prévu de pouvoir extraire notamment les générateurs de vapeur relativement facilement, donc par le haut, de les remplacer par des équipements qui seront maintenus en usine en dehors des périodes d'arrêt, ce qui permettra de réduire fortement les durées d'arrêt de tranche, notamment en visite décennale. Alors les générateurs de vapeur, qui sont donc 6 générateurs de vapeur qui produisent la vapeur, et 2 générateurs de vapeur de sûreté qui donc sont intégrés dans les systèmes de refroidissement passif, ont nécessité un développement technologique particulier, puisque c'est une technologie qui est dérivée des échangeurs à plaques industriels utilisés dans l'industrie, mais qui n'ont pas encore eu d'application nucléaire. Et donc il y a eu des développements à la fois sur les processus de fabrication et évidemment sur la conception pour l'intégrer dans la cuve et en faire des générateurs de vapeur. Cette technologie, c'était un des objets du pré-APS et des études antérieures. La technologie est aujourd'hui validée et l'objet de l'avant-projet sommaire, c'est de valider son intégration dans le système de production de vapeur. Grâce à ces générateurs de vapeur compact, qu'on appelle CSG, Compact Steam Generator, on a effectivement une capacité qui est très importante et qui est une condition sine qua non pour intégrer l'ensemble des équipements dans la cuve. Pour le cœur, nous avons fait le choix d'un cœur d'un fonctionnement sans bord, ce qui donc apporte une grande simplification de la gestion du circuit primaire, puisque en phase d'exploitation, à la fois en mode d'exploitation normale, mais également en mode accidentel, il n'y a pas de risque de dilution du bord. Et également, on sait que le bord est un effluent qui est difficile à traiter dans les installations. Il y a une très grande diminution de la production de ces effluents borés.
De même que la production de tritium qui découle de l'utilisation du bore dans les installations actuelles est fortement réduite. Alors, en ce qui concerne le combustible utilisé dans le New World est un combustible classique de centrale à eau pressurisée. Il est simplement réduit en hauteur, puisqu'on a des assemblages qui font 2,20 m de hauteur. L'enrichissement est classique, inférieur à 5%. Et donc les assemblages combustibles sont des assemblages 17 par 17 similaires à ceux qui sont utilisés dans les installations actuelles. Le cœur sera rechargé par moitié tous les 2 ans. Et je crois que j'ai fait le tour. Si on fait un zoom arrière maintenant sur l'enceinte, l'enceinte est une enceinte métallique en acier qui est immergée dans une piscine, comme on l'a vu précédemment. Et donc cette piscine, qui représente un volume de plusieurs milliers de mètres cubes, apporte une inertie thermique qui fait que cette enceinte ne nécessite pas de refroidissement en elle-même. Il n'y a pas de système de ventilation en exploitation normale pour cette enceinte. On a comparé ici, grâce à la conception du New World et notamment des générateurs de vapeur compacts, on a comparé la taille de l'enceinte du New World avec différentes technologies comparables. À commencer par cette conception qui est celle de NuScale, qui fait donc 60 MW, qui est beaucoup plus haute. Ça découle de leur choix de faire un refroidissement passif, sans pompe primaire, mais qui font que 60 MW. Le New World, lui, fait 170 MW. On a comparé également le New World à l'enceinte d'un REP 900 MW. Et donc on voit que globalement, pour la taille de la cuve du REP, on a l'ensemble de l'enceinte. Et puis on a d'autres technologies de SMR qui sont sur des concepts, on va dire, plus classiques, qui ont des enceintes qui restent de taille significative. Je pense que là, je ne sais pas quelle technologie exactement. C'est le SMART, c'est ça. Donc on pense que cette compacité, évidemment, est un gage de compétitivité, puisque on loge dans une enceinte de taille relativement modeste l'ensemble des équipements du réacteur. Si on continue à dézoomer sur l'installation, ici on voit une coupe de l'installation, on retrouve notre réacteur au centre, l'enceinte immergée dans une piscine. On voit que l'installation elle-même est semi-enterrée, donc c'est le choix qui a été fait pour permettre une protection de l'installation contre des agressions externes. Aucun accès depuis les zones, depuis l'extérieur par les niveaux, par le sol. Tous les accès sont via des tunnels et des sas enterrés. Et donc la piscine de stockage combustible qui est commune aux 2 réacteurs est également en dessous du niveau du sol. Cette installation donc semi-enterrée comporte tous les systèmes qui lui permettent de vivre en autarcie, de fonctionner en autarcie complète pendant au minimum 3 jours. En termes d'exigences liées au site, on est sur des exigences qui sont assez simples par rapport à d'autres installations nucléaires, puisque on a déjà des puissances à évacuer qui sont réduites. Donc on peut envisager de fonctionner en bord de mer évidemment, mais également plus facilement sur des rivières. Et on peut même imaginer, avec une petite baisse de rendement, des fonctionnements avec des aérocondenseurs. La profondeur de l'excavation
nécessaire à l'installation est de l'ordre de 20 mètres. Donc on est sur des modes de construction qui sont classiques et qui ne nécessitent pas donc des fondations très profondes. Alors si on se concentre un peu sur la manutention combustible, le combustible qui est dans le cœur ici sera manipulé par des équipements standards. On n'est pas sur comme on a du combustible nucléaire classique à part la hauteur. On pourra utiliser des briques technologiques disponibles. On a également un avantage, c'est que le combustible pourra être, du fait de sa faible hauteur, pourra être manipulé verticalement de bout en bout, du cœur jusqu'à la piscine combustible, et évidemment via des chenaux en eau qui sont prévus dans la conception. Donc il n'y a pas de système de transfert de combustible, comme c'est le cas sur les installations comme le PR. On a ici une vue très schématique de l'installation du site, avec donc l'îlot nucléaire semi-enterré, donc protégé par son merlon. Ici l'îlot conventionnel. Alors en matière d'îlot conventionnel, on est également sur des équipements, des technologies qui sont préexistantes sur étagère, avec en choix principal une turbine pour un réacteur, ce qui permet de conserver le fonctionnement du réacteur qui n'est pas à l'arrêt quand on a besoin de faire la maintenance. En termes d'intégration site, Jacques en a déjà parlé, on est sur des puissances relativement faibles et donc on répond évidemment aux besoins classiques du réseau électrique. La conception de base est faite pour le 50 Hz, mais évidemment on prendra en compte les utilisations possibles en 60 Hz en mesurant l'impact dès la conception de ce changement. Et puis comme on l'a déjà dit, la capacité de suivi de charge est celle des réacteurs de forte puissance correspondant à 5% par minute entre une plage de 20 à 100%. En ce qui concerne les systèmes électriques et de contrôle-commande, comme on a une faible puissance résiduelle, on peut mettre en œuvre des systèmes de refroidissement passif. On n'a donc pas besoin de système diesel de secours classé. Et les seules sources d'alimentation électrique nécessaires seront celles utilisées par le contrôle-commande par le biais de batteries qui permettront une autarcie, encore une fois, de plus de 3 jours. Enfin, on est dans une ère où les risques de cyberattaque sont très importants, et donc dès la conception de l'installation, ce risque et ces agressions potentielles seront prises en compte pour garantir une immunité complète de l'installation. Il est prévu une seule salle de commande pour les 2 unités de production, avec évidemment des pupitres séparés pour chaque réacteur. Et une deuxième salle de commande sera utilisée pour la maintenance et également pour les situations incidentelles et accidentelles, avec des équipes séparées qui seront mobilisées pour les phases de maintenance ou les phases d'accident et incident. Un mot sur la façon dont on imagine la modularité que Jacques a bien décrite et qui est structurante pour les Small Modular Reactors. On a 2 équipements qui sont de taille significative, qui seront à transporter. Donc il y a l'enceinte, la cuve, qui correspond à celle d'une cuve 900 comme on l'a déjà dit. Donc ce sont des équipements, ce sont des transports exceptionnels, mais qui sont assez classiques dans le monde du nucléaire. Et on a l'enceinte de confinement qui, elle, sera déplacée par morceaux, quelques morceaux, un maximum 3 morceaux. Donc ça, ce sont les seuls équipements qui seront quelque part à assembler sur site. L'enceinte devrait être assemblée sur site.
tous les autres équipements, que ce soit les skids qui seront intégrés à l'intérieur de l'enceinte ou à l'intérieur de l'îlot nucléaire, seront des transports beaucoup plus classiques, donc des transports parfois exceptionnels, comme les skids à l'intérieur de l'enceinte qui sont des transports de catégorie 2. Mais pour l'îlot nucléaire, on s'efforce d'avoir des skids de taille standard, donc 20 à 40 pieds pour l'ensemble de l'installation de l'îlot nucléaire et évidemment de l'îlot conventionnel. Les conséquences de ça, c'est que les accès, la gestion des accès au site sont simplifiés, c'est qu'on réduit fortement les risques chantiers, les risques d'événements sur le chantier qui peuvent amener, on le vit encore sur Flamanville, des retards importants, et donc réduire évidemment les délais de montage et de construction de l'installation. Alors c'est pas simple parce que c'est tout nouveau pour le nucléaire, d'autres industries ont des expériences un peu meilleures que le nucléaire dans ce domaine-là. Et donc c'est un travail qu'il faut évidemment commencer dès la conception et se doter de méthodes pour intégrer ces aspects modularité dès la phase de conception. Et c'est un travail aussi qu'il faudra qu'on fasse avec la chaîne d'approvisionnement, puisque si on parle de série de plusieurs réacteurs par an, il faudra avoir la supply chain adaptée pour pouvoir produire ces équipements en petite série. Donc on aura fortement besoin de toute la chaîne d'approvisionnement qualifiée nucléaire. Alors j'en arrive à la conclusion, ça fait 1h09 que la présentation a commencé, donc on tient à peu près le timing. Donc effectivement, comme l'a dit Jacques, le SMR c'est une opportunité pour le futur, avec une attente forte, puisqu'on est dans un monde qu'il va falloir tenter de décarboner avec des contraintes importantes. On pense que c'est une réponse pertinente et abordable, puisque l'aspect économique est primordial, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, pour faire un nouvel usage du nucléaire, à la fois avec des nouveaux clients, des nouveaux entrants du nucléaire, dont on parle beaucoup, mais qui ont pour beaucoup du mal à mobiliser les financements et l'infrastructure nécessaire. Ça vient aussi potentiellement en remplacement d'installations existantes qu'on souhaite décarboner. Et puis, peut-être dans une moindre mesure, pour les sites isolés, les réseaux isolés, ou des utilisations un peu exotiques qui n'ont jamais été réellement développées dans le nucléaire, comme la chaleur, le dessalement ou la vapeur industrielle. Il n'y a pas de concurrence avec les autres centrales, puisque comme on l'a vu, ça s'intègre parfaitement dans la gamme des réacteurs de forte puissance. Il y a des exigences moindres par rapport aux grosses centrales nucléaires en termes de foncier, puisqu'on peut réutiliser des sites qui sont déjà nucléaires dans certains cas, mais potentiellement aussi des sites de production d'électricité dans d'autres cas. Les accès au réseau sont simples, et les accès à la source froide sont également facilités. Et puis, on a toutes les caractéristiques du nucléaire, c'est que c'est une production décarbonée, pilotable, et donc qui permet d'accompagner le développement du renouvelable. Alors aujourd'hui, les leaders mondiaux, on l'a vu, les Coréens, les Russes, les Américains sont engagés dans le développement de technologies SMR, chacun avec leurs caractéristiques propres. Mais on est persuadé que la filière française ne peut pas passer à côté de ces évolutions. Et donc c'est pour ça qu'on travaille au développement de notre propre technologie, qui a des atouts importants, on l'a vu, technologiques importants en termes de capacité, qui a également un savoir-faire important du fait des 4 acteurs qui composent le consortium, et qui a un petit peu de retard par rapport à certains autres acteurs, mais qui ne sont pas, de notre point de vue, qui peuvent être rattrapés dans le futur. Voilà. Oui. Bonsoir. Quel niveau de coût et quelle quantité de réacteurs visez-vous en gros?
Bon, c'est des questions très indiscrètes, ça. Puis c'est compliqué parce que ce qui est important, c'est le coût du mégawattheure. Et le LCOE, c'est un coût complet. Alors, comme vous savez, le coût dépend du mode de financement, surtout dans un investissement capitalistique comme est le nucléaire. Et si vous construisez, enfin si vous financez avec des taux d'intérêt de 5, 8, 10%, ça va affecter directement le coût de production. Bon, je vais quand même donner un chiffre, hein, on vise avec des taux, des WACC qui sont autour de 8%, d'être en dessous de 80 € le mégawattheure. Mais encore une fois, avec toutes les réserves que je viens de donner, hein, parce que si vous financez avec du financement étatique, si les taux d'intérêt sont faibles, ça abaisse tout de suite D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait forcément, on va faire du design to cost. Ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est un coût overnight, c'est-à-dire indépendamment du mode de financement. Et c'est ça notre base. Alors en termes de quantité, enfin, on a fait des études de marché qu'on ne dévoile pas aujourd'hui, hein, du marché SMR, et puis dans ce marché SMR, la part qu'on voit accessible à un design français, d'ici 2040, on parle déjà de plusieurs dizaines d'unités. Je vais compléter un peu sur l'aspect financement, puisque aujourd'hui, quand on voit des financiers qu'on parle de nucléaire, ils ont peur parce qu'ils voient tous les projets nucléaires qui sont en retard, fortement en retard, avec donc des coûts qui explosent. Donc aujourd'hui, on a du mal à défendre d'avoir des coûts de financement inférieurs à ceux qui sont imposés, on va dire, aux autres projets nucléaires. Néanmoins, si la démonstration SMR est probante, et tout le monde y travaille, on devrait s'attendre à avoir des coûts de financement qui baissent, parce qu'aujourd'hui, l'argent est quasiment gratuit, donc, parce que le risque va décroître. Si le concept SMR est valide, on a une production de petite série, on a une production de série qui sera donc à l'heure, sans incertitude sur l'installation sur site, sur le montage sur site, et donc on devrait avoir un coût de financement qui baisse. Et ça va faire une partie non négligeable de la compétitivité du SMR par rapport aux grosses installations. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur la notion de sécurité et de risque et savoir si un petit réacteur comme ça, si jamais il y avait un accident dessus, si ça présente des risques similaires en termes de dégâts à ceux d'un réacteur classique, d'une part, et puis si du coup le choix d'opter pour une solution fixe qui sur des sites qui peuvent se multiplier, qu'il va falloir quand même sécuriser, comme un site classique. Du coup, est-ce que c'est pertinent par rapport à une solution sur barge comme celle choisie par les Russes, qui a l'avantage de la mobilité et de pouvoir facilement, on va dire, éloigner le danger en cas de problème, si je puis dire. Bon, la filière, c'est la filière des REP, hein, donc on prend en compte forcément tous les scénarios d'accident possibles sur un REP, avec ce que j'ai dit en préambule de mon exposé, qu'un certain nombre d'initiateurs sont éliminés par conception. Pas de grosses brèches, pas d'éjection de grappe, pas de rupture de cuve en cas de fusion du cœur, pas d'accident de dilution de bord, on élimine. Reste potentiellement d'autres accidents qu'on traite. Alors, ce qu'on peut dire quand même par rapport à des solutions, celles des solutions retenues sur les gros réacteurs, c'est que vous avez vu, Arnaud a expliqué, notre réacteur est semi-enterré. Donc si vous regardez bien notre design, d'abord on a une enceinte à troisième barrière, c'est une enceinte métallique. Il n'y a pas plus étanche qu'une enceinte métallique. Ça ne fuit pas une enceinte métallique. C'est bien plus facile à maîtriser
le taux de fuite d'une enceinte métallique. Parce que je me place vis-à-vis des rejets à l'extérieur, c'est ça votre Ouais, question c'est ça. finalement. Est-ce que, Tout à fait. alors donc il y a cette enceinte qui est par conception et par choix une enceinte qui a des meilleures garanties d'étanchéité. L'enceinte, vous l'avez remarqué, elle est immergée dans l'eau. C'est-à-dire que là, l'eau va apporter un facteur de rétention supplémentaire vis-à-vis du relâchement. Vous avez vu aussi que cette enceinte dans son bassin est dans un îlot nucléaire, c'est-à-dire dans une autre installation nucléaire qui a sa propre ventilation, qui a sa propre taux d'étanchéité. Donc c'est en gros, encore je rajoute une quasi cinquième barrière par rapport à l'approche sûreté conventionnelle sur un réacteur. Donc on élimine des accidents et on a des dispositions constructives, architecturales qui rajoutent des barrières. Nous, notre objectif, c'est celui d'ailleurs de la génération 3+. Génération 3+, c'est de dire jamais on évacuera des populations. Parce que moi je considère, je pense que là-dessus je vous rejoins, si on veut développer le nucléaire, il faut que des Fukushima ne soient plus possibles. Sinon c'est pas à peine d'y aller. C'est insupportable de devoir évacuer des populations, la terre de ses parents, de ses grands-parents, c'est sacré. Et donc si on n'apporte pas cette démonstration, et c'est bien l'objectif de la génération 3, et le PR a bien le même objectif, mais le SMR, du fait de son niveau de puissance, de disposition optique, on apporte des éléments supplémentaires. Il y avait une deuxième question. C'était le choix du coup d'une solution justement fixe par rapport au choix sur barge fait par les Russes. Le choix sur barge, d'abord, ça s'adresse effectivement à certaines utilisations. Moi, je vais vous donner d'autres inconvénients de la barge quand même, parce que la barge, elle va subir toutes les agressions externes, forcément, puisque les tsunamis, etc. Donc, le choix est d'une installation à terre, parce qu'on vise un marché d'installation à terre, couplé à des réseaux. La barge, ça a du sens pour alimenter des zones complètement isolées, ce qui n'empêche pas les risques d'accident et de rejet là où est positionnée la barge. Parce que ça ne se déplace pas comme ça, une barge. Et on ferait quoi? Effectivement, en cas d'accident, on la rejette en mer, enfin on l'éloigne. On éloigne des populations déjà. Oui, on l'éloigne des populations, et là par ailleurs, des vulnérabilités que n'a pas une solution semi-enterrée comme notre projet. Bonjour, merci pour cette belle présentation. Voilà, j'aurais une question un peu générique. Quels sont les systèmes auxiliaires? Il n'y a pas de bord. Donc alors d'abord, pourquoi on peut se passer de bord finalement? Parce que dans la filière REP, on a quand même à la fois la contrôle de la réactivité par le bord et par les cartes de commande. Si vous pouviez rappeler quand même comment on peut se passer de bord. Puis j'aurais une question après supplémentaire. Non, vous avez raison, on ne met pas du bord pour rien, on met du bord pour compenser l'excès de réactivité au départ. Et l'intérêt du bord, c'est que c'est un empoisonnement homogène pour le cœur. Donc ça a un intérêt vis-à-vis des pics de flux. Alors, le bord, il faut le remplacer par d'autres poisons. Donc on prend des poisons solides, mais surtout des poisons consommables. Parce que le bord, on peut plus ou moins le diluer, donc finalement on l'ajuste à l'excès de réactivité. Dans le combustible. Donc on le met dans le combustible, les structures du combustible, il faut effectivement il faut ajouter des poisons consommables. Donc ça complexifie un petit peu la conception du cœur, mais ça c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est tous les avantages liés au non-usage de bord. On simplifie, on évite des accidents, on simplifie le système. Et puis ça oblige aussi, ça c'est une des contraintes, parce qu'il faut quand même mettre des absorbants, ça oblige à avoir des graphes de contrôle dans chaque assemblage. Donc c'est pas 1 sur 2, c'est tous les assemblages sont grappés, ça veut dire des taux de couverture de 100%. Justement pour remplacer le bord par des absorbants, des poisons solides. Alors vous avez expliqué clairement la manutention des combustibles, la facilité uniquement de manutention verticale vers la piscine combustible.
ok. Et alors, par rapport à un REP, je dirais, de forte puissance, évidemment tous les systèmes auxiliaires dans un REP de puissance, le système de charge-décharge, entre autres dû pour le conditionnement chimique, et s'il y a quelque chose d'équivalent, il y a aussi les systèmes d'injection d'injection de sécurité, il y a aussi les systèmes de traitement des effluents gazeux, liquides et jusqu'à solides. Quels sont tous les systèmes auxiliaires nécessaires? Il y a tout ça. Il y a tout ça, il n'y a pas de raison qu'il y en ait moins. Hein. C'est un REP, il faut effectivement un circuit d'épuration du primaire, il faut pouvoir relever, il faut traiter les effluents. Il y a moins d'effluents parce qu'il n'y a pas de bord, enfin, mais ces systèmes existent. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on va les concevoir et les monter sur des skids hein, qu'il faudra amener. Donc tout ça, ça se raccorde à la cuve. C'est pour ça qu'on a parlé quand même de diamètre de raccordement limité à 30 mm, mais il y en a quoi. Il y a des systèmes de sécurité passifs, des systèmes d'injection, mais tout est passif. Hein. Et le système d'évacuation, mais on est dans un REP, donc on garde les mêmes fonctions à assurer, avec des systèmes plus ou moins simplifiés, mais vous avez les mêmes fonctions à assurer, ça c'est certain. Comme ça existe d'ailleurs sur un sous-marin ou un porte-avions. Hein. On ne minimise pas du tout la complexité, on reste dans la conception d'un réacteur nucléaire, donc la complexité est là. Et quand vous voyez les phases de développement, elles sont longues. On prévoit 3 ans d'APS, 3 ans d'APD, encore 3 ans d'études détaillées. Donc on reste dans un objet d'ingénierie très complexe. Et effectivement, tous ces systèmes doivent être conçus. Mais disons qu'il n'y a pas d'innovation technologique, mis à part la modularité, dans ces systèmes-là. Est-ce qu'il y a un marché français pour les SMR à terme ou pas? Pas aujourd'hui. On peut envisager de faire le premier de série dans un pays en France, mais ça ne veut pas dire que c'est un marché, c'est un premier de série. François Billon, d'Honnête Technologies. Je voudrais revenir sur l'aspect industriel. Donc, vous avez parlé d'une société qui va se créer. Donc, quel sera ce type de société capitalistique, fermée? Et l'autre aspect, c'est la supply chain. Donc, vous avez quand même plusieurs phases de développement. Comment va être appliquée la supply chain dans ces développements? Est-ce que vous allez consulter justement la supply chain, enfin, les partenaires de la supply chain? Alors, la société qui va être créée est créée déjà par les quatre partenaires du New World. On est en discussion avec l'État pour envisager son introduction au capital ou un autre financement par d'autres voies, mais ça peut être par un investissement au capital de l'État. Comme c'est dit dans la dernière présentation, des partenaires, mais plutôt concepteurs de centrales sont également recherchés. Jacques a parlé de discussions avec Westinghouse aujourd'hui, qui ont toujours cours. Donc on n'est pas dans un monde où le partenariat est totalement fermé, parce que les montants d'investissement sont très conséquents, et donc on a bien conscience qu'il va falloir l'ouvrir. Soit ça peut être aussi des gens qui vont vouloir développer une chaîne industrielle dans leur pays parce qu'ils ont un plan vraiment conséquent d'investissement dans ces technologies. Donc c'est pas figé. Il y a les 4 actionnaires de départ, mais c'est pas figé. Après la supply chain, aujourd'hui on est en phase de conception préliminaire. Donc on a des contacts avec la supply chain qui sont balbutiants, on va dire. Mais plus on va avancer dans le design, l'objectif c'est qu'en fin d'APD, on est consulté sur à peu près 70-80% de l'installation pour pouvoir affermir le prix déjà, et puis s'assurer qu'on a bien la supply chain qui est présente. Je vais vous demander, vous êtes combien travaillé sur le sujet dans vos équipes respectives? Alors, le New World, entre les équipes de conception qui sont chez les partenaires et l'équipe de coordination, c'est entre 100 et 150 personnes pour l'APS. Pas mal. Oui.
Bonjour, Ordineta, EDF. Trois questions. D'une part, quelle est la durée de vie potentielle effectivement, de votre prototype de Nougat? La durée potentielle, durée de vie. La deuxième question, est-ce que, comme c'est un small modular reactor, donc potentiellement ça pourrait utiliser d'autres filières, avez-vous étudié, envisagé d'autres filières que le REP? Je pense notamment au RNR dans lequel le CEA a été très impliqué, notamment avec Astrid. C'est une question. Est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, une couverture fertile avec un réacteur Nougat? Et enfin, la troisième question, j'avais parlé avec, c'était monsieur Amis de R&D, effectivement EDF, qui m'avait dit à une époque, effectivement, que ce réacteur était prévu pour l'étranger à l'horizon 2030. Question, où allez-vous installer la tête de série de Nougat? En France ou à l'étranger? Alors, dans l'ordre. 60 ans de durée de vie, donc c'est comme un EPR. On est sur un REP, c'est notre technologie, donc les 4 partenaires ont une expérience REP, enfin le CEA non, mais les 3 autres partenaires ont une expérience essentiellement REP, donc on développe un réacteur à eau pressurisée et pas d'autres technologies. Éventuellement Jacques, tu pourras compléter sur les RNR. Et effectivement, comme j'ai présenté, le premier de série est prévu d'entrer, enfin si tout va bien, en construction au tournant des années 2030. Comme j'ai dit également, on peut envisager un premier de série en France, mais évidemment il n'y a rien de décidé. Mais le développement sera international. C'est un produit qui est plutôt international puisque des réseaux ouest européens peuvent facilement accueillir des gros réacteurs, notamment en France, et donc on voit le marché n'est pas vu. Enfin, je parle avec les mots d'EDF, puisque c'est EDF qui est le chef de file sur ces aspects-là. Le marché n'est pas vu sur les pays développés aujourd'hui qui ont des réseaux électriques suffisamment robustes. Ce n'est pas exclu donc en France, potentiellement. Pour le premier de série. D'accord. Jacques Léger, ancien d'Alstom. Première question, parmi les avantages, vous n'avez rien dit concernant la gestion des déchets. Est-ce que le système intrinsèquement plus compact, plus facile à manœuvrer, apporte aussi des avantages dans la gestion des déchets ou des combustibles non utilisés, enfin tout cet ensemble? Et ma deuxième question, un peu similaire à la précédente, mais dans un autre domaine, plutôt à Jacques du CEA. Il y a d'autres technologies qui sont... Alors là, je saute dans la 4e génération, mais on est là dans un débat plus large. Il y a des technologies de 4e génération qui se développent activement dans le monde, en particulier aux États-Unis et en Chine, avec les réacteurs à sel fondu, qui sont des réacteurs extrêmement compacts également. Alors, vous avez bien expliqué que vous étiez dans le REP, donc on est dans le REP, mais la question est de savoir si les technologies développées dans le cadre de la compacité peuvent avoir des retombées demain si la France ou si votre équipe se mettait à développer aussi des réacteurs à sel fondu. 2 questions. J'ai oublié la première, mais je vais répondre. Les déchets. Les déchets, oui. L'intérêt pour les déchets. C'était pas exprès. Hein, Non, j'espère. On n'est pas dans une filière très, très différente, puisque c'est une filière REP, donc elle va potentiellement produire un peu les mêmes déchets. Hein, le combustible, Arnaud l'a dit, c'est un combustible conventionnel de REP, avec des burn-up, des taux d'irradiation qui seront voisins de ceux qu'on connaît, donc ils vont suivre le même process, avec potentiellement le traitement forcément de ces déchets dans des usines comme celle de La Hague, pour bien récupérer la matière réutilisable et isoler les déchets les plus radioactifs. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. J'insiste encore, comme Arnaud l'a fait, sur le fait que si on ne fait pas de bord, on fait moins d'effluents. Hein. Si on n'a pas de bord, on fait moins d'effluents. Alors déchets effluents, ça rentre en ligne de compte. Je pourrais ajouter un avantage, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu, on avait fait une revue dans les RGN du mois d'août 2018, en démantèlement.
la conception modulaire, ça a aussi un avantage en déconstruction, parce qu'on peut, évidemment, tous les modules, on les amène sur des skids, bah, les skids, on peut leur faire le trajet retour, et puis imaginer une usine dédiée au démantèlement de toutes ces installations. Donc ça, c'est un peu l'avantage, forcément. Alors, s'agissant des autres filières, effectivement, nous on insiste parce que on veut avoir les garanties d'un déploiement massif de ces réacteurs. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on a choisi la filière la plus mature, celle des REP, connue des exploitants nucléaires depuis longtemps, on pense justement, comme on s'appuie sur cette expérience, que c'est la filière qui a le plus de chances de gagner l'équation économique. Parce que c'est ça le moteur. Hein. Si on ne fait pas nos réacteurs, s'ils ne sont pas compétitifs, il n'y en aura pas. Donc on a les leviers pour les rendre économiques. Moi aujourd'hui, je ne suis pas certain que les filières nouvelles, des RNR, des réacteurs à sel fondu, oui, ils sont compacts, satisfont cette exigence de compétitivité. Hein. Parce que les pays primo-accédants, c'est pas comme dans les années 70-80 où les pays voyaient à l'accès au nucléaire aussi une question de prestige, de pouvoir, d'avoir dans leur parc le nucléaire. Maintenant, c'est plus le cas. Ce qu'ils veulent, c'est des réacteurs compétitifs. Donc ma réponse c'est celle-là, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment nous offrir la meilleure garantie de compétitivité, c'est la raison pour laquelle on choisit la filière la plus éprouvée. Alors pour les RNR, oui, la filière RNR se développe, hein, il y a des réalisations en Russie. Bon, je ne vais pas cacher la politique du CEA qui consiste à dire il faut préparer l'avenir, et si on ferme le cycle, et notamment en France avec l'usine de La Hague, c'est quand même bien pour réutiliser les matières issues de ce retraitement. Simplement, ce qu'on dit, et c'est la raison pour laquelle on a arrêté le projet Astrid, c'est qu'on a le temps de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas urgence à développer maintenant les RNR et à réemployer toutes ces matières qui de toute façon ne seront pas perdues, elles seront sur notre sol. Hein. Donc il y a pendant les décennies qui sont devant nous, un intérêt à valoriser finalement tous les acquis de la filière REP, avec, il n'y a pas de tension aujourd'hui sur le marché de l'uranium, mais c'est pas pour ça qu'on renonce définitivement à faire, à utiliser correctement les matières retraitées dans des RNR. Juste un complément sur les innovations technologiques. On est dans une phase amont de conception, donc on a des innovations qu'il faut développer, qu'il faut confirmer, mais l'objet NUWARD, c'est pas un objet, enfin il n'est pas en soi là pour faire ces innovations. On les fait parce qu'on en a besoin pour le projet, et si on pouvait s'en passer, on s'en passerait, mais de fait non. Mais c'est vrai que la compacité, c'est pas pour être le plus compact qu'on fait ça. On fait la compacité encore parce que notre moteur, c'est l'économie. Si on fait un réacteur qui fait que 13 mètres de haut, l'enceinte, elle fait que 15 mètres, elle est fabriquée en usine. Le génie civil qui l'accompagne, Arnaud l'a dit, on fait une excavation de 20 mètres, tous les génies civils vous diront que 20 mètres, ça va. Après, c'est un peu plus compliqué. Et génie civil, du fait de nos choix, c'est des voiles verticaux, enfin, on a un génie civil, on a un ouvrage d'art, un ouvrage de génie civil qui est extrêmement classique, conventionnel, puisqu'on a découplé la troisième barrière, une enceinte métallique, de la tenue aux agressions externes. Alors que sur un EPR, sur tous les réacteurs, c'est la même enceinte ou les mêmes doubles, triples enceintes qui jouent les deux rôles, à la fois se préserver de l'intérieur et se préserver de l'extérieur. Nous, on a découplé cela. Et en faisant ça, on a rajouté, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, des barrières supplémentaires. Oui, bonsoir, j'ai 3 questions. La première, vous avez parlé du rôle de l'État, enfin vous avez parlé de l'État. Quelle est l'entité étatique qui peut être impliquée dans ce développement? Le deuxième, est-ce qu'il peut y avoir des retombées sur les réacteurs de PN?
Et troisièmement, vous avez, quand on regarde la courbe de décroissance des coûts, finalement, est-ce que la modularité, vous avez parlé de possibilité de 6 réacteurs, on arrive à la puissance d'un ATMEA, qui est un réacteur mal aimé. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un phagocytage de la moyenne puissance? Je te laisserai la PN, Jacques. Donc je vais commencer par la dernière question. L'installation de la conception de base, elle est pour 2 unités. Après, c'est extensible, effectivement, on se rapproche de puissance proche du 1000 MW. Mais l'installation, la conception de base, elle est pour 2 unités, donc c'est bien un marché de quelques centaines de mégawatts que l'on vise. C'est le marché principal. Après, on interdit aux gens d'en commander plusieurs. Oui, mais si on accorde tous les avantages de la décroissance des coûts, est-ce que finalement, on n'est pas sur un phagocytage du marché en moyenne puissance? Eh oui. Alors, est-ce qu'il y a un marché pour l'ATMEA aujourd'hui? Oui, bonne question. Voilà. Tu prends sur la PN, je crois que c'était... Oui, c'est toi qui as présenté la slide avec l'ATMEA, mon cher Arnaud. Faut assumer. Le projet qu'on développe, il est effectivement, il y a quelques innovations. Potentiellement, ces innovations pourraient intéresser un jour la propulsion nucléaire. On ne se l'interdit pas. C'est assez classique d'avoir des technos duales. D'ailleurs, la filière REP, je l'ai expliqué tout à l'heure, elle est complètement duale. Elle a été lancée pour des besoins de propulsion navale, militaire, et elle a été réutilisée pour les centrales hydrogène. Les règles d'export contrôle de la France, dans les thématiques qui sont contrôlées, enfin qui sont qui répondent, enfin qui doivent satisfaire les règles de l'export contrôle. Il y a tout le nucléaire, toute la filière nucléaire en est. Et là, il y avait une première question dont je me souviens. Quel est le véhicule d'investissement de l'État? Aujourd'hui, c'est le plan d'investissement d'avenir qui est envisagé, mais il n'y a rien de définitif comme je vous l'ai indiqué. Ma question était plutôt en dehors du rôle de financeur. Est-ce que l'État veut s'accorder un rôle dans ce projet? Eh bien, le SMR figure à la programmation pluriannuelle de l'énergie, comme vous l'avez lu, sans doute. Donc, je pense que la réponse est oui, mais là, Voilà, la question du soutien de l'État est essentielle, c'est-à-dire que c'est une filière nucléaire. Alors, les quatre acteurs sont tous étatiques, donc via leur conseil d'administration, le CEA il est encore plus étatique que les autres. Donc effectivement, cette initiative, elle est tamponnée par l'État actionnaire. Mais pour moi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut que l'État l'affiche et affiche son soutien au développement de cette filière. Donc ça peut se traduire par un financement, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important qu'on n'ait pas honte de ce développement. Par ailleurs, on a parlé de la tête de série, est-ce qu'elle serait en France ou pas? On voit les difficultés qu'on peut avoir à faire une tête de série à l'étranger, par exemple dans le nord de l'Europe. Donc en tant que responsable du projet, en termes de risque, faire notre première de série en France, ça paraît ce qu'il y a de mieux. Après, effectivement, il y a un prérequis, c'est qu'il faut que l'État accepte que cette tête de série se fasse sur un site français. Donc, voilà. Mais on n'a pas les réponses aujourd'hui à toutes ces questions. On a besoin du soutien de l'État. On a dit qu'on visait quand même, pour élargir le marché et lever des fonds, des partenariats ouverts à l'international. Ça ne se fait pas sans l'État. On ne peut pas discuter ou nouer des accords avec un partenaire industriel s'il n'y a pas un accord des deux États. J'avais 2 questions. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Pierre-Alain Dupuis, CEA. J'avais 2 questions en termes de marché de concurrents. La première, en termes de marché sur les SMR en général, c'est la moitié de l'énergie finale, c'est de la chaleur. Je crois que c'est 1000 TWh en France, très peu décarboné.
est-ce que la compacité des petits SMR, donc qui pourraient être totalement intrinsèquement sûrs, c'est-à-dire qu'ils pourraient revenir en cas de blackout complet tout seul dans un état totalement sûr, comme je crois le fait Muscal d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait les rapprocher des villes et donc envisager un nouveau marché pour le nucléaire qui serait la production de chaleur, en fait, en gros, de tuer le gaz, personne d'Engie dans la salle, qui permettrait donc, en complément de la méthanation, de la biomasse et du solaire thermique, qui n'arriveront pas à eux seuls, même avec l'isolation des maisons, à remplir ces 1000 TWh. Et la deuxième question, c'était plus sur Nuward. Est-ce qu'il y a des concurrents européens? Moi j'ai entendu que Rolls-Royce, les Anglais, étaient assez actifs. Ou est-ce que c'est le seul concurrent européen? Et est-ce que 2030, on risque pas d'arriver un peu tard, parce qu'il y a déjà des Américains qui commencent à faire des MOU avec des pays de l'Est, qui commencent à s'implanter. Est-ce que quels sont les moyens qu'on pourrait, sachant que le Parlement a reconnu récemment que le nucléaire pouvait être une énergie décarbonée, d'avoir une préférence un peu européenne pour tous les pays qui vont devoir passer au nucléaire, soit à l'Est, soit y revenir, comme l'Allemagne certainement. Alors, oui, alors sur le marché, notre cahier des charges, c'est un réacteur électrogène. Donc, c'est la conception. On peut pas faire tout d'un coup. Enfin, on a fait un choix de dire c'est un réacteur électrogène. Après, rien n'interdit de prévoir d'autres usages. Votre remarque sur les tout petits réacteurs qui peuvent être mis au cœur des villes, etc. Bon, je n'ai pas d'avis là-dessus parce que je ne connais pas le sujet, mais on reste sur une installation nucléaire complexe, massive, hein, une grosse installation nucléaire avec deux réacteurs. Donc on ne va pas mettre ça dans le centre de... À proximité. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Bon. Alors après, la vapeur nucléaire, effectivement, on sait l'utilisation difficile avec des REP que l'on peut faire pour des applications industrielles. Donc l'économie de tout ça n'est pas démontrée. Donc bon, la priorité, c'est un réacteur électrogène. Après, on peut imaginer du dessalement, il y a plein d'applications possibles, mais ce n'est pas notre cahier des charges du moment. Sur les concurrents Alors effectivement, Jacques l'a très bien montré, on part en retard, on a une dizaine d'années de retard, un peu moins que Muscal. On a des avantages technologiques auxquels on croit. C'est un challenge. Après, le marché du SMR, il est encore à démontrer. Je dirais, il y a des clients qui s'intéressent. On est nous-mêmes interrogés par des clients de façon préliminaire. Mais on pense qu'il ne faut pas perdre de temps, mais on n'est pas en retard. Est-ce qu'on a des concurrents d'Europe? Les Anglais, Phil, tu connais mieux qu'on Non, je pense qu'il n'y a pas de concurrent. Rolls-Royce affiche, depuis que le gouvernement finalement a montré son intérêt sur les SMR, ils annoncent le développement d'un réacteur, mais je pense qu'ils n'ont rien de bien avancé. Donc en Europe, il n'y en a pas. Et effectivement, les Américains sont venus il y a 3 mois pour faire une opération de séduction à Bruxelles, vis-à-vis de tous les pays de l'Est, les pays européens de l'Est. Heureusement, on a été prévenus, on a pu contrer un petit peu cette opération américaine sur le territoire européen. Mais c'est pour moi, c'est le seul projet européen. On attend toujours le soutien de la Commission européenne, pas forcément financier, parce qu'ils n'ont pas d'argent à mettre sur la fission, mais au moins un vrai soutien. Donc ça fait partie de notre communication ou des échanges qu'on doit avoir. Question. Oui, une question. Les Saoudiens ont signé un Memorandum of Understanding pour développer le SMART en Arabie Saoudite. Et depuis quelques années, ils ont du mal à trouver un business case pour ce réacteur. Alors, c'est une première partie de la question. Donc, quels sont les avantages décisifs? Parce que les principes de conception sont plus ou moins les mêmes que les autres SMR. Bon, j'ai une impression
que c'est un mix entre le Westinghouse SMR et le Smart. Donc les principes de conception sont assez similaires par rapport à ces deux autres designs. Donc quels sont les avantages clés du New World? Et d'autre part, vous aviez dit au début qu'il fallait un certain nombre de SMR parce qu'on va compenser l'effet d'échelle par un effet de série. Et vous avez dit, si on part avec 10 SMR, c'est même pas la peine d'y penser. Combien est-ce qu'il en faut, combien est-ce qu'il faut en vendre pour pouvoir démarrer la pompe, amorcer la pompe? Et une dernière petite question, quand vous annoncez 80 € le mégawatt, et qu'on voit qu'il y a Hinkley Point, on va avoir du mal à tenir les 92 ou 95 € par mégawatt. Est-ce que c'est un chiffre réaliste? C'est 120, c'est 120 € du mégawatt. Ah oui, 120, oui, c'est 92 livres, pardon. Oui. Bon, le Smart qui se développe maintenant avec l'Arabie Saoudite, bon, ils ont dans leur accord potentiellement l'installation de 2 réacteurs, ça, il n'y a absolument rien de lancé. Pour répondre à votre question de quels sont les avantages vis-à-vis de New World, vis-à-vis du Smart, alors le Smart, le Note, enfin, l'avantage très important du Note, c'est sa compacité, c'est-à-dire notre réacteur c'est 170 MW électriques, couplé au réseau, pour 100 MW électriques seulement du Smart. J'ai fermé la taille de l'enceinte du Smart par rapport à l'enceinte. Donc moi j'ai beaucoup de difficultés à croire à la compétitivité du Smart, compte tenu de cela. Hein. C'est-à-dire que il y a aussi un facteur d'échelle quand on est modulaire. C'est-à-dire si on choisit le SMR, c'est-à-dire la conception modulaire du circuit primaire, en gros de tout mettre dans une seule cuve, parce que c'est ça l'essentiel de la simplification du design, il faut aller à la puissance la plus élevée possible, gardant toujours la conception-réalisation modulaire. Et nous, c'est le raisonnement qu'on a fait, avec le choix de générateurs de vapeur à plaques qui sont extrêmement compacts, pour que dans une cuve qui reste de dimension raisonnable, on puisse tirer le maximum de puissance. Donc moi j'ai beaucoup de mal à croire que le concept Smart soit compétitif. Vous avez parlé du Westinghouse, ils sortent 225 MW électriques de leur concept. Mais avec un générateur de vapeur qui est en 2 parties, enfin c'est pas un intégré pur comme on peut le voir. Une question sur l'effet de série, hein, on pense que on fait des business plans avec des règles d'amortissement de l'effort de développement. Moi je dirais qu'il faut une trentaine de réacteurs pour que l'investissement soit en gros gagner de l'argent et bien gagner de l'argent. Et les 80 € le mégawatt? Alors 80 € le mégawattheure, donc je ne dis pas que le first of a kind, la tête de série, sera à ce niveau-là. Hein. Mais on a de bonnes raisons de le croire. C'est pour nous tellement important que, enfin, pour l'équipe qui va faire ses études, et dès la phase d'APS, c'est du design to cost, mais à tous les niveaux. Hein. On sait que si on n'atteint pas cette cible, on ne sera jamais compétitif. Mais bon, au premier de série, forcément, ça sera plus cher. Par ailleurs, Hinkley Point, la référence 110 ou 120 € du mégawattheure, il y a un coût du financement qui est faramineux sur Hinkley Point, parce que les conditions mises par le gouvernement, par les financiers, c'est des dizaines, enfin 1 voire 2 dizaines d'euros du mégawattheure, le coût du financement. Et donc, au-delà des premiers de série, on pense qu'une fois que la technologie sera démontrée comme étant fiable en termes de sécurité, de conception et de livrance du produit en temps et en heure, les coûts de financement vont réduire. Et ça participera aussi de l'atteinte de cette cible-là.
questions. Parce qu'après, il y aura un pot qui nous réunira pour continuer à poser des questions. Je me posais la question, pour tout ce qui est maintenance, on peut pénétrer jusqu'où en fonctionnement? On peut pénétrer dans l'enceinte? On ne va pas dans l'enceinte en fonctionnement normal. Pas en puissance, enfin en fonctionnement normal, mais on ne va pas dans l'enceinte. Pas d'accès, il n'y a pas d'accès nécessaire. C'est isolé, clos. Une petite question encore. Est-ce que le combustible MOX est envisageable? Pas à ce stade des études, mais il est envisageable, oui, bien sûr. Mais là, on fait l'APS sans NOx, mais ça reste envisageable.